Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo aujourd'hui sur Steins Gate, la neuvième et la dernière. Et aujourd'hui on parle du coup du film d'animation de 2013. Alors on a déjà parlé du coup des deux saisons, plus rapidement de la saison 2, Steins Gate 0 que la première. On a parlé de sa fin avec l'OAV de Steins Gate. Mais vous allez voir, et si vous avez vu le film vous pourrez le confirmer, qu'en réalité les événements de Steins Gate, le film, se passent après les événements de l'OAV. On verra pourquoi c'est compliqué et pourquoi j'ai un peu de mal avec ce film. Alors, il est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais film, hein, on va pas pour tout de suite le dire, mais c'est pas le genre de film que j'apprécie dans un univers comme ça. C'est-à-dire que forcément, quand on a un attachement comme ça à un univers, on s'attend à des choses. On a envie de voir des choses que l'on a déjà eues. Et si on est satisfait par ce que l'on voit, et que les réalisateurs font ce qu'on attend d'eux, eh ben, on se rapproche de ce qu'on appelle le fanservice finalement. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un film comme ça, d'être ultra fanservice. Évidemment, je pense que vous avez compris le sens du fanservice auquel je pensais, c'est évidemment du fanservice scénaristique pur et dur, et c'est à ce qu'on s'attend dans un film comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un film qui, a priori, n'a pas beaucoup d'influence sur les événements qui se sont déjà passés, et qui ne peut que, et c'est ce que le film va faire, se raccorder à des choses qui existent déjà. Le film ne peut pas inventer des choses supplémentaires. Par exemple, si on se penche sur Steins Gate 0, Steins Gate 0, comparé à Steins Gate, n'invente quasiment rien comme concept. C'est juste qu'on va développer une ambiance différente et qu'on va aussi y ajouter de nouveaux personnages. Et finalement, certains de ces nouveaux personnages, ils sont déjà liés d'une façon ou d'une autre à, à Mayuri ou à d'autres personnages. C'est-à-dire que Yuki Amane, par exemple, donc là c'est pas avec Mayuri mais avec Hitaru, Yuki Amane, par exemple, elle devait forcément exister. Le fait de rajouter ce personnage ne change pas le lore de Steins Gate, parce qu'il y a justement Suzu Amane qui existe, et que le fait des blagues d'Hitaru, si vous vous rappelez, sur sa future femme, inclut forcément que ce personnage doit exister. Après, sous quelle forme se présente, le fait qu'elle s'appelle Yuki aussi, ça, on ne le savait pas. Et regardez à quel point un personnage comme Kagari Shina, hein, qui a été rajouté et qui n'a pas vraiment de lien par rapport à ce qui existait avant, n'a vraiment pas marché dans l'univers de Steins Gate. J'ai dit que ce personnage, je ne l'aimais pas. La seule exception étant Mao, qui, elle, pour le coup, arrive alors qu'elle n'existait pas dans la première saison, mais elle se lie quand même avec Kurisu Makise et un comportement qui rappelle celui de Kurisu et qui est une sorte de remplaçante à Kurisu. Bien que, et c'est là où Static Zero est très fort, la relation que Mao entretient avec Rintaro n'est pas là pour remplacer celle de Kurisu, bien sûr que non. C'est là où il y a l'innovation. Mais finalement, on reprend un modèle de personnage un petit peu connu, on a un personnage qui n'a pas fonctionné, et un personnage qui devait forcément exister, on ne savait juste pas son nom. Donc vous voyez que Steins Gate Zero, je ne suis pas en train de le critiquer, mais forcément doit reprendre les bases de Steins Gate et ne peut pas commencer à inventer un autre animé complètement différent. Bien que le fait qu'on ajoute des nouveaux personnages. Ce qui est évidemment, je pense, nécessaire dans une deuxième saison, de rajouter et des personnages, ça peut être utile. Même s'ils n'ont pas tous fonctionné. Donc, on voit bien que le film, ça va être un peu la même chose, et c'est logique que ce soit comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas commencer à rajouter des éléments du lore de Steins Gate, et qui va, genre, nous inventer des trucs qui n'ont jamais été dits. Non, on va juste approfondir, on va revenir sur des événements connus, et on va, finalement, dans les événements du futur, parce que le film se passe dans une ligne d'univers et une temporalité qu'on n'a jamais explorée, à savoir la ligne Steins Gate, mais un an après Steins Gate, donc en 2011, en fait, on est dans la temporalité de Steins Gate 0, mais pas dans la même ligne d'univers. Dans Steins Gate 0, on est dans la ligne bêta. Dans Steins Gate, le film, on est dans la ligne Steins Gate, et avec la ligne R aussi. On reviendra sur ce qu'est cette ligne R dans quelques minutes. Euh, et donc, ce film va partir sur cette base-là. Et ça, bah, j'ai envie de dire,
Pourquoi pas? Parce qu'on explore des nouvelles choses, une temporalité non explorée, même si et on est juste dans une ligne univers alternative par rapport à ce qu'on verra dans Steins Gate Zero. Mais gardez en tête que Steins Gate Zero, évidemment, n'existe pas, vu que le film sort en 2013. Il sort précisément le 20 avril 2013. Steins Gate, le film, Lord Region of Déjà Vu. Ce titre me fait rire. Déjà Vu. Et donc, ce film va être réalisé par trois hommes qui étaient ni plus ni moins les deux réalisateurs de la série, à savoir Takuya Sato et Hiroshi Hamasaki. Donc ça, c'est les deux réalisateurs de la série principale, donc on les revoit là. Et on a également Kanji Wakabayashi, qui lui était dans l'équipe d'animation et animateur clé et chef d'animation, directeur de l'animation, je crois, sur Steins Gate également. Il a participé aussi au projet Steins Gate Zero. Donc voilà, c'est pas des nouvelles personnes qu'on n'a pas chopé pour faire ce film. Non, c'est vraiment les gens qui, a priori, connaissent l'univers, vu que c'est eux qui ont fait Steins Gate. Après, gardez en tête également, et ça j'entends beaucoup les gens crier, que Steins Gate n'est pas parfaitement fidèle à ce que les light novels voulaient qu'elle soit. Mais gardez en tête que ça, c'est pas très important. Pourquoi? Parce que, honnêtement, que ce soit des light novels ou des mangas, il y a soit des animés qui sont des très très bonnes adaptations, et ça arrive assez souvent, et ça c'est cool, mais si c'est pas des adaptations parfaites comme Steins Gate l'est, et honnêtement, adapter une light novel à choix multiples comme Steins Gate, c'est impossible, parce que déjà, vous n'allez pas me dire que Steins Gate est simple à comprendre. Donc imaginez qu'il y aurait genre 7, 8 fins potentielles comme dans le jeu. Euh, je pense que c'est même pas la peine d'imaginer. Ça aurait été juste imbuvable et tout le monde aurait lâché. Et ça aurait pas été mon anime préféré, je pense, parce que j'aurais juste rien compris. Et du coup, faut pas s'attendre pour ce genre de light novel d'avoir, j'ai dit de light novel depuis tout à l'heure, mais de visual novel, c'est ça que je voulais dire, pardon. Euh, donc sur ce genre de visual novel, d'avoir une adaptation parfaite. Pour les mangas et les light novels, justement, c'est peut-être un petit peu plus simple, parce que là, l'auteur va prendre une seule ligne possible, en général, parce qu'on va pas parler de voyage à travers le temps, ou en tout cas pas pour faire changer les lignes d'hiver comme ça, vu que tu peux pas inclure la multiplicité des choix dans un manga, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Un manga à choix, ça existe des livres comme ça, mais dans un manga, ce serait un petit peu chelou, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas? Donc évidemment, d'avoir une adaptation pas 100% parfaite d'un visual novel comme ça, c'est presque normal. Et moi, ça ne me choque absolument pas. Et donc, non, effectivement, Steins Gate ne prend pas parfaitement tous les détails du visual novel, mais le fait quand même relativement bien par rapport à la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la voie de la ligne alpha, bêta, telle qu'on la connaît, nous, et également avec la ligne Steins Gate. Et la fin qu'on connaît également, qui est présente dans le jeu vidéo, mais qui n'est qu'une des fins possibles du jeu vidéo. Là aussi, je vous invite à aller vous renseigner sur la question, ou d'aller jouer au jeu directement si ça vous intéresse. Donc, comme je le disais, dans ce film, on va se situer sur la ligne Steins Gate, un an après les événements de l'épisode 23 et 24, et également du coup de l'OAV. D'ailleurs, je crois que Kurisu fait directement référence aux événements de l'OAV, et avec le fameux baiser de la fin de l'OAV qu'on avait vu. Donc là, de manière certaine, grâce aux déclarations de Kurisu qu'elle va faire dans le film, on peut assurer à 100% que oui, ce film se passe bel et bien, sans aucun doute, après l'OAV est bien dans la même ligne d'univers. Le truc, c'est que si vous vous rappelez bien, j'ai dit que ce film, on avait du mal à le considérer comme la fin de Steins Gate. Alors que, visiblement, il se passe bel et bien après tous les événements. Je vous avais dit que Steins Gate Zero, c'est dans la temporalité, c'est après dans la temporalité par rapport à Steins Gate, donc c'est-à-dire en termes en quelle année ça se passe en 2010 pour Steins Gate et en 2011 pour Steins Gate Zero. Or, Steins Gate Zero se passe chronologiquement, si on met les événements dans l'ordre, avant les épisodes 23 et 24 de Steins Gate. Alors que les épisodes 23 et 24 de Steins Gate sont censés se passer chronologiquement dans une vie antérieure. Donc on voit bien qu'on fait un peu du Big Bang, etc. Et là où le film devient compliqué, c'est que le film, d'accord, va se passer formellement comme Steins Gate Zero après Steins Gate, mais on a des événements qui vont influencer considérablement ce qui va se passer avant Steins Gate. Donc là, ça commence à devenir pas très clair. Et là, je pense évidemment
à ce que Rintaro et Mayuri vont se dire lorsque Rintaro va lui dire tu vas devenir mon otage. Une séquence qu'on a déjà vue en flashback, qui s'est passée du coup a priori en 2005, et où Rintaro a pris Mayuri en otage, entre guillemets, mais c'est très influencé par ce que va faire Kurisu. Et donc, ça devient pas très clair. Parce que soit le film, effectivement, on le considère comme la fin, mais dans ces cas-là, ce que fait Kurisu, qui a une influence directe sur ce qu'a fait Rintaro, bah, ce qu'a fait Kurisu a une influence sur ce qu'on a déjà vu. Donc là, ça commence à devenir pas clair. Et, euh, et vous allez voir, et je vais essayer plutôt de faire ça après avoir parlé du film, de parler que pour moi, il y a quelque chose qui me chiffonne dans les lignes d'univers et qu'il y a quelque chose qui s'entremêle un petit peu, et que c'est peut-être pour ça que, malgré le film soit plutôt bon dans ce qu'il raconte, etc., individuellement parlant, dans son lien avec le lore de Steins Gate, c'est un peu plus difficile d'être aussi positif sur la critique. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un truc de trop, que le film maîtrise encore parfaitement ce que Steins Gate veut nous dire, mais que malheureusement, dans la chronologie des événements par rapport aux autres éléments de Steins Gate, ça ne fonctionne pas vraiment, je m'expliquerai à la fin. Kurisu donc revient au Japon. On apprend dès son arrivée via Ruka et Mayuri que Itaru, lui, il est en couple avec une certaine Yuka Mane, ce qui fait beaucoup rire, et pas de la bonne manière. Kurisu qui se moque vraiment de sa masse corporelle, ce qui est vraiment pas très gentil. D'ailleurs, Kurisu est un peu méchante au début du film, on va pas se mentir, avec les autres. Et ce qui est déjà assez fort, c'est que plutôt que rien n'a changé. Et dans toutes les relations entre Kurisu, ou Rintaro et les autres. Kurisu qui est ultra gentil avec Ruka et surtout Mayuri, et qui est vraiment très agressif envers les garçons. Et ça, c'est l'attitude de Kurisu que l'on connaît, notamment avec un peu cette chamaillerie avec Rintaro. Finalement, là, on n'est pas trop déboussolé, on connaît les choses, bien que cette proximité aussi proche a dû prendre un petit peu de temps à se remettre en place, vu qu'on rappelle que tous les éléments de Steins Gate, donc les épisodes 1, 22, puis 23, 24, ne sont pas dans la mémoire des personnages comme Kurisu. C'est juste Rintaro. Tous les autres, ils ont oublié tout ce qui s'est passé. Pour les autres, ça ne s'est jamais passé, vu qu'on est dans la ligne Steins Gate. Et donc, on est revenu avant, on a fait l'écrasement en fait, de tout ce qui s'est passé en fait, entre l'épisode 1 et l'épisode 24. Tout ça, ça n'a jamais existé, sauf évidemment pour Rintaro. Ce que j'ai trouvé assez particulier et qui m'a un peu déboussolé, c'est le passage justement avec où tout va commencer avec le fameux barbecue. Alors, le barbecue, voilà, c'est une petite fête qui est organisée sur le toit avec même Monsieur Brown et Nai et tous les membres du labo, sauf évidemment Suzuha qui, on rappelle, n'a plus de sens de venir forcément en 2010 ou en 2011, vu qu'effectivement, bah, il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale, on est en ligne Steins Gate, il n'y a pas de dystopie non plus, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Suzuha n'a aucune raison d'être là, et elle n'est pas là, et c'est logique. Donc tous les membres du labo, et on rappelle du coup, c'est Moeka, dans cette ligne d'univers, qui est du coup employée chez Monsieur Brown. On voit déjà une première chose, que Kurisu, quand elle est un peu bourrée, bon, elle a bu une bière, là, elle a un peu fébrile, la Kurisu, on voit plus bien qu'elle est plus en contrôle de soi parce elle, elle fonce un peu sur une tarot, elle est plus vraiment agressive avec lui, elle est même plus dans le comportement d'une déré. C'est assez bizarre, on la reconnaît plus vraiment. Et elle est presque fait sa malheureuse, sa grande triste, parce qu'elle a été abandonnée par Intaro après ce baiser fameux sur la route déserte aux États-Unis dans l'OAV il y a un an. Et Rintaro ne l'a jamais recontacté depuis. Et ensuite, tout s'accélère. Après avoir fait coucher Kurisu dans un canapé pour qu'elle reprenne un peu ses esprits, Rintaro va avoir un flashback ou des souvenirs ou une espèce de superposition de la réalité de ce qui s'est passé dans l'assassinat de Mayuri avec Moeka qui rentre avec une arme et qui descend Mayuri, comme on l'a vu dans Steins Gate avec l'épisode 12. Tout ça évidemment est un mirage, enfin plus ou moins, et ça va le faire menacer avec un couteau Monsieur Brown qui rentre dans la pièce juste pour aider à ranger. Et Monsieur Brown qui ne comprend rien, qui réagit assez positivement, en vrai, pas trop agressivement pour quelqu'un qui s'est fait menacer au couteau, sachant que Monsieur Brown c'est le mec baraque, il faut pas faire chier. Rintaro s'en va. Et après avoir discuté encore une fois avec Kurisu sur ce qui s'est passé, avec Mayuri, pardon, et puis avec Kurisu, Rintaro disparaît. Et moi, j'ai été surpris d'une chose, c'est la brutalité en fait de cette disparition.
Et en fait, si je raconte un peu mon souvenir de la première fois que j'ai vu le film, il y avait un petit moment de déconcentration. Pour moi, genre, j'ai lâché le film. Enfin, c'est pas que j'ai lâché le film, mais plutôt, je n'étais pas attentif sur ce qui se passait pendant quelques secondes. Et comme ça, sans crier garde, Rintaro n'était plus là. Et en fait, j'ai revu la séquence plusieurs fois et c'est tellement brutal, en fait, sa disparition, que vraiment, tu clignes des yeux, limite, tu le vois même pas partir. En fait, Rintaro, il est purement et simplement effacé de ce monde-là en quelques secondes. Et ça, pour nous, fans de Steins Gate, qui adorent évidemment Rintaro et son personnage, c'est très bizarre. Et nous, la première chose qu'on attend dès les premiers instants où on le voit disparaître, c'est quand qu'il revient, quoi. Et c'est là que c'est Suzu qui va aller dire à Kurisu ce qui s'est passé. En fait, Rintaro a tellement de souvenirs d'une autre ligne, donc la ligne bêta et alpha, bien sûr, de tout ce qui s'est passé dans la alpha surtout, donc tous les événements de Steins Gate. Il s'est écrasé dans une ligne beaucoup plus stable, qui est très proche de la ligne Steins Gate, qui s'appelle du coup la ligne R. Et du coup, il n'existe plus, il est en train de disparaître de la ligne Steins Gate et existe toujours dans la ligne R. Et ça, Kurisu va bien l'expérimenter en retournant au labo, en cherchant Rintaro, mais en étant incapable de le nommer dans un premier temps. Ensuite, il y a tous ces gestes des membres du labo, comme Mayori qui achète du Doc Pepper alors que personne n'en boit, comme Itaru qui a hacké le CERN sans aucune raison et qui ne sait même pas pourquoi, Itaru qui devient donc le membre fondateur du labo, et aussi l'autre événement, c'est également Kurisu qui fabrique la machine à transfert mémoriel d'une façon complètement automatique sans qu'elle sache vraiment comment elle l'a fait, quoi. Un peu, bah, c'est tous ces bribes de souvenirs de Rintaro et de ce qu'ils ont fait dans les autres lignes, à savoir la ligne alpha, qui reviennent petit à petit. Et Kurisu va lui demander d'à quel CERN Nadaru, et finalement, elle veut utiliser la machine à transfert mémoriel, mais Mayori l'en empêche. Mayori, qui ne sait même pas ce que c'est, elle, dans cette ligne d'univers, dit simplement qu'elle est persuadée que ça va lui faire du mal. Un peu à l'image de ce qu'elle se rappelle de ce qu'a fait Rintaro pour elle, à savoir que Mayuri parlait de ces différentes morts où Rintaro essaie de la sauver à chaque fois, comme des rêves, et qu'elle se réveille, que ça reboot, etc. Et qu'elle voyait à chaque fois Rintaro malheureux, malheureux, malheureux. Et je pense que c'est ces souvenirs-là, ces rêves-là, donc c'est des souvenirs de rêves qu'elle avait dans une autre ligne d'univers, qu'elle va imaginer qui va arriver à Kurisu. Ouais, c'est ça, c'est que c'est même pas des rêves, en fait, c'est des souvenirs de rêve d'une autre ligne d'univers. Ça, c'est fou. C'est technique, hein. Et ensuite, on a parmi l'un des dialogues entre Kurisu et Rintaro les plus difficiles. Les plus difficiles. Avec Suzu qui est là. Plus difficile, pourquoi? Parce que Rintaro abandonne complètement et dit à Kurisu de l'oublier. Que tous les autres l'oublient, que moi je suis heureux que tu vives et que Mayuri vive, et je m'en fous de disparaître. N'utilise jamais la machine à transfert mémoriel, n'utilise jamais la machine à voyager dans le temps, tout ça, tout ça. Il ferme complètement les portes, et nous, derrière notre écran, on est frustrés parce que nous, on aimerait que Kurisu et Rintaro soient heureux tous les deux. Alors, évidemment, on s'attend un petit peu que les choses s'arrangent d'une façon ou d'une autre, mais de voir Rintaro fermer autant les portes à Kurisu et lui dire de l'oublier, alors que Kurisu est en train vraiment, et on est en train de la voir comme on ne l'a jamais vu hein, dans cette fin de film, c'est-à-dire abattue, triste et vraiment profondément malheureuse, et en témoigne une séquence où Kurisu va se rappeler de nouveau dans le labo où il y a pas Rintaro, du nom de Rintaro Okabe, devant Itaru et Mayori, et elle s'effondre en pleurs, à genoux, en train de pleurer dans ses mains. C'est un comportement qu'on n'a jamais vu de la part de Kurisu. C'est presque que ça lui ressemble pas. Et on sent qu'elle est vraiment, vraiment très malheureuse. Alors, on a déjà vu Kurisu qui était un peu touchée, un peu malheureuse, ça lui est déjà arrivé, mais à ce point-là, jamais. C'est un comportement, et beaucoup de ces comportements à Kurisu, je dirais pas qu'ils sont différents et pas logiques par rapport à ce qu'on a déjà vu, mais ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus profonds, parce que, et je pense du coup que le fait de l'avoir mis aussi agressive et tsundere comme on a l'habitude de voir au début du film, c'était essentiel pour qu'on arrive à se raccrocher encore, à se dire ouais le personnage il est bien fidèle à ce qu'on connaît, pour pouvoir bien appréhender ces côtés ultra émotionnels, parce que Kurisu, c'est vrai que si on parlait d'une Kurisu, enfin, si on était sur une Kurisu qui était complètement comme ça pendant tout le film, on ne l'aurait pas reconnu. Et on n'aurait pas accordé de légitimité au personnage sur ce film.
Or, là, ça passe bien parce qu'il y a justement ce début, on la retrouve comme on la connaît, avant que ça parte comme ça, en vue des circonstances, en vue de l'abandon de Rintaro, en vue de l'acceptance, parce que c'est une acceptation de la mort, en fait, que Rintaro demande à faire à Kurisu. Même si que Rintaro ne meurt pas vraiment, il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Et ça, c'est encore pire. Après cela, en plus, ça s'enchaîne, c'est toujours pas très heureux, abandon du labo, parce que le loyer est trop cher, parce que le magasin de télévision de Monsieur Brown ne fait pas assez d'argent. Mais finalement, un peu plus tard, Itaru va aller trouver un petit job pour aller faire payer le loyer du labo, que le rabais par Itaru, il n'existe toujours pas hein, dans ce film. Ensuite, on a une séquence entre Suzu et Kurisu, où Suzu va dire à Kurisu qu'elle construira une machine à voyager dans le temps, dans le futur, et qu'elle sera toujours contradictoire parce qu'elle voudra honorer la parole, enfin la volonté plutôt, de Rintaro de ne pas retourner dans le passé, de ne pas essayer de changer ça, mais elle va quand même construire une machine à voyager dans le temps et va interdire l'accès. Et, et Suzu va la traiter de chieuse pourri gâtée, carrément, en disant bah tu nous fais chier en fait, tu, tu construis une machine à voyager dans le temps et tu nous empêches de l'utiliser pour sauver Rintaro, alors que tu aimerais le faire mais tu refuses de le faire. Donc forcément ça énerve un petit peu Suzu qui va carrément gifler Kurisu. Kurisu, étrangement, s'énerve mais ne répond pas. Elle pourrait, hein, mais elle ne le fait pas. Peut-être parce qu'au fond, elle sait que Suzu a raison. Ensuite, il y a le premier retour en 2005, où à l'image de Rintaro, la première fois pour sauver Kurisu, il a échoué. Et là aussi, elle va échouer. Enfin, elle va glisser sur la route en voulant le retrouver, le Rintaro de 2005, et Rintaro va s'interposer sur la route pour la protéger d'un camion, et Rintaro se fait renverser par un camion. Alors, il ne meurt pas, je sais pas comment, mais a priori, il ne meurt pas. Mais on le voit pas marcher sur ses petites jambes après, mais parce que le plan d'après, c'est directement Kurisu qui retourne traumatisé auprès de Suzu, ce qui rappelle énormément ce qui s'est passé évidemment dans les épisodes 23 et 24, et le 23 bêta à savoir également. Et là, plus le 23 bêta où Kurisu semble abandonner, mais Kurisu va y retourner un peu plus tard. Mais entre deux, va y avoir une séquence où tout le monde, et je dis bien tout le monde, va se souvenir de ce fameux Rintaro avec Christina, j'utilise volontairement ce nom, Kurisu donc, qui va faire ses gestes, apporter le dog pepper, dire l'organisation, le choix de Steins Gate, etc. Prendre le rôle en fait de Rintaro, de Owin Kyoma plutôt, pour que tout le monde s'en souvienne. Et ce qui fonctionne avec Ferris en tout cas qui est présente, avec Itaru qui ça commence à rebobiner, Mayori qui est les larmes aux yeux en revoyant ça, sans arriver vraiment à formellement s'en rappeler, Moekien qui s'en rappelle également, enfin c'est très fort cette séquence. Et on voit bien que Rintaro et son absence fait énormément de mal, non seulement aux spectateurs, parce on s'est évidemment attaché un peu au personnage, mais également aux autres personnages. Et ça, c'est important, parce que juste de faire disparaître un personnage parce que c'est drôle, mais de ne pas avoir d'influence sur les autres personnages du fait qu'ils soient pas là, c'est pas très marrant. Ça, évidemment, ça consolide les relations entre les personnages. Après, dans un film comme Steins Gate et comme ce film-là, les relations entre les personnages n'ont pas besoin d'être consolidées, qu'on les connaît déjà assez bien. Ensuite, lors de son deuxième passage en 2005, Kurisu va faire des révélations directement au spectateur. Elle se barricadait, elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle dit, elle explique que c'est peut-être normal que son père ne l'aimait pas, on revient là-dessus, on apprend plus Kurisu, et finalement dans son attitude, dans ce qu'elle se décrit, de comment elle se décrit son enfance, etc., sa difficulté de relation et son envie d'être un peu méchante et de s'imposer pour que les autres s'intéressent à elle, et qu'elle voulait que quelqu'un lui dise «je t'aime», comme l'a fait Erin Taro, et ben là, c'est le comportement typique de la tsundere, hein. Comme si c'était pas clair, hein, voilà, c'est les lignes. Hum, Honnêtement, vous pouvez prendre cette liste de ce qui est dit et vous pouvez regarder sur des personnages comme Rin Tosaka ou Asuka Langlais Soryo et vous pouvez faire des petits vus, des petits checks, vous allez avoir la même chose. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Et des exemples parmi mais beaucoup de tsundere, je sais pas toutes les citer, il y en a pour des heures, voire des jours, donc ça vaut pas la peine. Et ensuite, Kurisu et Rintaro, après que la pluie se soit arrêtée, sont tous les deux assis à un arrêt de bus, et Kurisu, après avoir raconté l'histoire de Rintaro à Rintaro, l'histoire de Oin Kyoma, qui en fait ce que Rintaro va subir plus tard, Kurisu s'en va avec un baiser. Elle lui fait un baiser, alors que Rintaro a priori, si je ne me trompe pas, 13 ans. Hmm. Non, mais moins. Ouais, non, si, 13 ans, c'est ça. Il a 13 ans. Bon, voilà, Kurisu, pardon, vous aurez toujours 18 a priori. Bon, bref, on va dire qu'on n'a rien vu. En tout cas, force est de constater que
que ça a fonctionné, et que Rintaro va aller voir Mayuri pour lui faire devenir donc son otage, et donc Kurisu a réussi. Rintaro revient donc bel et bien dans la ligne Steins Gate, après que justement Kurisu est allé directement le chercher dans la ligne R, symboliquement je pense, pour que, en fait c'est juste que Rintaro sort de la ligne R et revient dans la ligne Steins Gate, et que la première personne qu'elle voit, c'est évidemment Kurisu, celle qui a créé ce gros sentiment quand il avait 13 ans. On comprend pourquoi. Ils se retrouvent et le film s'arrête sur Rintaro et Kurisu qui sont de nouveau dans la ligne Steins Gate, et ça s'arrête comme ça. C'est fini. On revoit pas une séquence finale avec tous les personnages, machin, c'est terminé. Alors, il y a, pour comparer aux événements qui se passent dans le film, c'est plutôt un bon film, moi j'ai bien aimé, notamment le côté est ultra tourné autour de Kurisu. C'est un film pour Kurisu, clairement, et dans ce qu'elle révèle, dans ce qu'elle nous dit, dans son comportement, dans son attitude, dans ses émotions, on voit Kurisu sous un regard qu'on n'a jamais vu, et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Le côté un peu enfin, c'est pas décent, mais le côté que j'aime pas trop, mais ça c'est forcément plus moi, c'est le côté de Rintaro qui s'éclipse du film, littéralement. Bon, ça, c'est pas, voilà, c'était logique par rapport à ce que le film voulait raconter, donc c'est pas un reproche que je fais, c'est juste moi en tant que spectateur. Mais ça, c'est pas très grave. Le côté un peu plus embêtant, c'est plus deux points essentiels. Le fait qu'on dise que la ligne Steins Gate soit la réalité, et que la ligne R où Rintaro est parti n'est pas la réalité, parce que ça voudrait dire qu'il y a du coup qu'une seule ligne véritable, et la ligne véritable serait Steins Gate. Or, c'est pas du tout ce que Steins Gate a dit. Il n'y a pas de ligne véritable, il n'y a pas de réalité. Tu as la bêta, l'alpha, etc. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est la ligne où tu es actuellement. Mais c'est une réalité relative par rapport là où tu te places. D'ailleurs, la comparaison pendant le premier baiser de Rintaro et Kurisu à la relativité d'Einstein prend tout son sens. Parce que c'est réellement ça qu'Einstein nous dit, c'est que la relativité dépend vraiment de là où on se place. Et donc, effectivement, il n'y a pas de ligne réelle. Et le fait de dire que la ligne Steins Gate est la vraie ligne d'univers, comme Suzu le dit, c'est faux. Par rapport au... Enfin, c'est pas que c'est faux, j'en sais rien scientifiquement si c'est vrai ou pas, mais par rapport au lore de Steins Gate, ça n'a pas de sens. Par rapport à ce qui a été dit dans Steins Gate. Donc ça, c'est un petit reproche que je fais. Premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas comment prendre les événements par rapport à la prise en otage, entre guillemets, de Mayuri. Parce que du coup, ça voudrait dire que s'il a fait ça sous l'impulsion du baiser de Kurisu, ça veut dire que le baiser du Kurisu a déjà eu lieu, avant les événements en The Steins Gate. Donc ça voudrait dire que, avec son pouvoir de Reading Steiner, Rintaro devrait avoir souvenir d'une Kurisu dans son enfant, enfin dans son adolescence, vu que c'est quand même pas si lointain que ça, et du coup devrait normalement lui dire ou lui faire comprendre ou avoir des flashbacks ou s'en rappeler un petit peu dans les lignes de Steins Gate. Or, donc la ligne alpha ou bêta. Or, c'est pas le cas. Jamais il y a cette chose-là. Rintaro semble la découvrir complètement, au moment, en tout cas, où ils vont se croiser dans la radio Kaigan. Donc c'est-à-dire que là, il y a quand même un truc qui se colle avant, mais qui fonctionne pas vraiment, parce que vu que ça se colle avant, ça ferait un décalage par rapport à tout ce qu'on connaît dans Steins Gate. Or, évidemment, ça peut pas être le cas, vu que Steins Gate a déjà été écrit et déjà été fini. Donc, c'est assez compliqué. Donc, pour moi, ça, c'est un petit reproche, parce qu'on sait pas vraiment comment prendre les éléments. Des petits reproches qui me font dire que il y a des petites choses qui vont pas forcément par rapport au lien entre le film et les autres éléments, mais en tant que tel, le film il est plutôt bon, comme j'ai dit. Gros point positif, c'est le personnage de Kurisu et comment il y travaillait, parce que c'est vraiment, on dirait un film pour Kurisu, ou ce film-là. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie par rapport à Steins Gate Zero. Après, évidemment, Kurisu ne fait pas tout, c'est pas que son univers. Rintaro fait aussi beaucoup de choses, et Rintaro a été vraiment un personnage très intéressant dans Steins Gate Zero, mais en ce film, il a été un petit peu absent. Ou finalement, je dirais quand même que Steins Gate Zero est meilleur, mais je te dirais que Steins Gate, le film, est quand même pas trop mal, même s'il a des petites incohérences, comme ce côté de la ligne réelle. Mais ça, c'est vrai que c'est un détail que certaines personnes n'y prêteraient pas attention, mais un fan de Steins Gate
va un peu plus le mettre en avant parce que ça n'a pas réellement de sens par rapport à ce que l'animé et l'univers en général nous dit depuis le début. Et sur ce, ça va être la fin de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour nouveau film d'animation. Un film d'animation sur un nouveau réalisateur, tout récent, un film de 2018. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.